Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Brigitte Lahaye, qui est une animatrice de Sud Radio que nous connaissons bien ici, qui est d'habitude juste après nous à 14h et qui sera en direct à 14h tout à l'heure. Figure emblématique évidemment de la sexualité et de l'amour. Auteur de ce livre, Le Nouvel Art d'aimer, pour une harmonie entre le corps et le cœur aux éditions La Musardine, qui vient aussi nous parler de la place du féminisme aujourd'hui. Et oui, alors le nouvel art d'aimer. Alors Brigitte Lahaye, après Ovide, c'est bien. Il y a eu un peu de distance, quelques siècles, mais... Je vois que vous connaissez vos classiques, André. Écoutez, certains en tout cas. Alors le nouvel art d'aimer, donc aux éditions de La Musardine, et je dirais, moi, Brigitte Lahaye, elle a vraiment ouvert, je dirais, des domaines depuis très longtemps, d'abord dans une radio concurrente et puis ici depuis des années à Sud Radio. Et c'est vrai que vous avez été l'une des premières, sinon la première, en tout cas, à parler de tous les domaines de la sexualité, de l'armée, de la psychologie, c'est très vaste, de l'éducation, etc. De manière extrêmement simple, avancée et divers, avec des spécialistes, avec des experts. Alors ce nouvel art d'aimer, c'est quoi ? En quoi est-il nouveau cet art d'aimer, Brigitte Lahaye ? En fait, c'est un petit peu la synthèse de tout ce que j'apprends depuis 40 ans, en fait. D'abord, moi-même sur le terrain, et ensuite, en écoutant les hommes, les femmes parler de leur sexualité, de leurs difficultés. Et je trouve que pour l'instant, on est toujours dans soit quelque chose de très médical, soit quelque chose de très performant. Et il me semblait important de montrer à quel point on ne peut pas parler de sexe sans parler d'amour. Et sans parler de la construction identitaire de chacun. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu, j'allais dire, oui, c'est ça, la synthèse de toutes ces années. Mais Brigitte Lahaye, on peut parler et pratiquer le sexe sans être spécialement amoureux, vous le savez. Alors, on peut pratiquer le sexe sans aimer, on peut aimer sans pratiquer le sexe, oui. Bien sûr. Mais je crois que même dans une relation totalement sexe, il y a une toute petite part de soi qui recherche quand même, peut-être pas de l'amour, mais de la reconnaissance. Et au fond, la reconnaissance, c'est quoi si ce n'est un besoin d'amour ? C'est vrai, et puis il y a la tendresse, il y a tout ça, ça peut exister, bien sûr, sans que ce soit l'amour, etc. Et vous avez l'impression, alors vous dites, justement, parlons-en, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a eu deux tendances, en tout cas, c'est vrai, on en parle uniquement sur le point de vue médical, et il y a eu quand même une conquête de la médicalisation, et peut-être de l'hygiénisation, non, dans cette histoire de sexe. Déjà, on voit que quand on regarde ce qui est dit aux ados dans les cours d'éducation sexuelle, on va parler de contraception, on va parler de maladies sexuellement transmissibles, on va parler du préservatif, mais on va pas parler d'amour et du bien-être qu'apporte la sexualité. Et donc finalement, bon, c'est pas grave parce que de toute façon, les 90% des ados ont déjà vu des films pornographiques et se sont déjà renseignés. Mais on voit bien qu'on ne montre du sexe finalement que ce qui, quelque part, est dangereux. Et tant qu'on sera dans ce discours-là... Moi, je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais proposé au ministère de la Santé de faire une pub gratuite pour le port du préservatif. C'était l'époque où j'étais dans toutes les télés, dans toutes les émissions, et on m'avait répondu « Ah non, c'est une incitation à la débauche ». Donc, on voit bien comment parler de sexe, c'est forcément une incitation à la débauche. On en est encore là en 2021, donc c'est pour ça que c'est compliqué de libérer la sexualité. Et alors justement, et je voudrais même avoir votre avis là-dessus, aux antipodes, aujourd'hui, effectivement, des gosses de 10 ans, 11 ans, 12 ans, on dit oui, il y a un code parental, mais enfin, soyons sérieux, beaucoup le contournent et savent le contourner. On voit des chaînes, films pornographiques ou érotiques un peu partout. Et franchement, à votre avis, maintenant on a le recul des années, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, je parle même pas en termes mots, mais pour des très jeunes, est-ce que ça change quelque chose ? En fait, le problème, lorsqu'on a 10, 12 ans, et qu'on tombe, souvent par hasard d'ailleurs, ils le font pas exprès, sur des images pornographiques très violentes, c'est un traumatisme. Ouais.
c'est pas quelque chose, c'est pas. Alors après, c'est pas innocent. C'est pas innocent. Après, c'est pas forcément dramatique, mais c'est quand même quelque chose de traumatique. Comme c'est traumatique de voir une scène violente dans la rue pour non, mais un enfant. Il peut y avoir des films pornographiques pas spécialement violents aussi, enfin je veux dire, qui ne sont pas du ressort de la violence. Mais la pornographie actuelle qui fonctionne le plus et qui donc est envoyée comme ça sans qu'on ait envie spécialement de tomber dessus, elle est assez violente, bien sûr. C'est vrai, et c'est vrai. Non, c'est pour ça que c'est toujours pareil de trouver un équilibre entre deux. Et à votre et vous savez que les enquêtes ont prouvé que 70% des parents sont persuadés que leurs enfants ne sont pas tombés sur des images pornographiques parce que les enfants, non, mes enfants sont des chérubins parfaits qui ne voient pas ça. Oui, tous les autres voient, mais pas les miens. Mais pas les miens, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, alors Brigitte, par rapport à la grande époque des années les années 70-80, on ne va pas revenir sur la révolution sexuelle, sur tout ce qui s'est passé, etc., l'après 68 et tout. Et par rapport aujourd'hui, et je pense à la liberté d'expression d'un côté et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu quand même, je ne dirais pas une régression, mais une super consommation, une espèce de, d'hyper-marketisation du sexe, je parle de la représentation bien sûr, par rapport aux années 80 où on parlait de libération, de jouir sans entrave, etc. Moi, j'ai l'impression, puisque je suis tombée dedans de petite et que je suis ça depuis quand même de nombreuses années, j'ai l'impression que le sexe, la sexualité, elle est très symbolique par rapport à la société dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, le sexe, c'est un produit de consommation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent dans l'addiction sexuelle. C'est devenu un produit de consommation. Dans les années 75-80, c'était un produit de libération, parce qu'on était dans une société où en effet on libérait l'individu et c'est vrai qu'aujourd'hui où on est dans une société où l'individu a plus le pouvoir sur la société, on voit bien ce que ça donne aussi. C'est vrai. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait ça a suivi en éducation, dans les médias et un peu partout, il y a une mutation de la société qui se reflète effectivement aujourd'hui dans la... Mais parce que le sexe, n'en déplaise aux personnes qui sont militantes asexuées, le sexe c'est un pouvoir, c'est une force extraordinaire. Je veux dire, c'est certes pas un besoin vital, mais c'est quelque chose c'est un besoin vital. Pour l'espèce, mais pas pour l'individu. Mais à part le sexe et peut-être une méditation transcendantale, qu'est-ce qui nous permet de sortir de notre petit ego, de notre petit moi? On pourra dire tout ce qu'on veut, mais le sexe, ça restera quelque chose de presque de sacré au fond. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on voit en Inde et ailleurs des statues millénaires qui célèbrent effectivement au pays et ailleurs. Enfin, absolument. Absolument. Ça reste quelque chose qui enivre l'individu. Et donc, l'art d'aimer, toujours très important, effectivement, et on va en parler, et on va parler, Brigitte Lahaie, parce que vous avez effectivement, comme on dit, la cause des femmes, vous connaissez, vous l'avez défendue à votre manière, vous continuez d'ailleurs à le faire, mais aussi, justement, sans être anti-masculin, anti-homme, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans cette espèce de lutte absolument... étonnante, pour ne pas dire autre chose, qui oppose un certain nombre de gens aujourd'hui. On va en parler tout de suite après les informations. Allez, donc on continue avec Brigitte Lahaie de parler de sexe, d'amour et de féminisme. On va évoquer notamment Alice Coffin, Caroline Dehaas et Mila, qui sont les vraies figures féministes aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez aussi réagir à partir de 13h15 aussi sur d'autres sujets comme celle de la liberté d'expression. Vous avez vu cette une de Libération, le spectre de la bande FN. Il y a aussi cet ancien auxiliaire afghan qui a été tué par les talibans. Vous pouvez réagir à tous ces sujets. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas seul dans tous mes états. Des hommes et des femmes sont dans tous leurs états. Depuis qu'un certain nombre de personnes ont décidé qu'entre les femmes et les hommes, non, il n'y avait plus de séduction, il n'y avait plus de relation, il y avait la guerre. Oui, la guerre civile, la guerre à outrance. Jusqu'à ce que mort s'en suive, on ne sait pas. Mais en tout cas, la guerre. Comme disait Emmanuel Macron pour le Covid-19, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Et alors, Brigitte Lahaie, vous qui n'êtes pas dans ce genre de guerre-là, et heureusement,
Il y a eu quand même des exemples assez étonnants depuis Balance ton porc, MeToo, etc. Et on comprend, évidemment, que quand il s'agit de viols, et il y a eu des viols, et n'en parlons pas, notamment à Cologne, en Allemagne, il y a eu des viols collectifs, et tous les gens, hommes qui se comportent comme des crétins, ou comme des rapaces, ou comme des prédateurs, au mauvais sens du terme, au très mauvais sens du terme, évidemment, c'est à sanctionner, à condamner. Mais quand tout homme devient un violeur en puissance ou en impuissance, traité ainsi par un certain nombre de féminismes, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez Alice Coffin. Et vous écrivez quand même, je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme. Mais précisément, c'est une interrogation, mais qui est pas très nouvelle dans le féminisme. Vous n'êtes pas toute seule à dire ça. Mais non, mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui joue en fait justement dans ces exactions-là quotidiennes, dans la façon dont on se fait trucider, violer, tuer, enfin vraiment, enfin c'est ça quoi, le quotidien. Qu'est-ce qui joue là-dedans qu'en fait, en face, ça répond pas, ça ne riposte pas? Dans quel genre de conflit, depuis des siècles et des siècles et des siècles, une même population se ferait systématiquement attaquer par une même autre population et jamais ne prendrait les armes, jamais ne répondrait? Alors Brigitte Lahaie, on se fait trucider, violer, massacrer depuis des siècles et des siècles sans réponse. C'est quoi, de quoi Alice Coffin est-elle le nom? Je crois surtout qu'elle manque un peu de culture historique, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que le patriarcat qu'on accuse de tous les maux, il a permis à l'humanité de subsister. Sans le patriarcat, je pense qu'on n'existerait pas. Et c'était quoi le patriarcat? C'était quand même les femmes et les enfants d'abord. Donc les hommes ont toujours protégé les femmes parce qu'ils savaient très bien que les femmes, c'est ce qui provoquait les enfants et la survie de la population. Alors après, qu'il y ait toujours eu des viols et qu'il y ait toujours eu des hommes qui ont assassiné leurs femmes, c'est vrai. Mais il faut pas oublier, Peggy Sastre le défend très très bien dans son bouquin La domination masculine n'existe pas. Les hommes se trucident beaucoup plus entre eux qu'ils ne trucident de femmes. Mais cette agressivité virile, cette testostérone, elle nous a été bien utile. Et je crois qu'elle est encore bien utile, parce que moi j'entends beaucoup de femmes qui se plaignent que leur mec n'arrive pas à bander parce qu'il manque de testostérone. Donc de quoi on parle? C'est toujours la même histoire. Bien sûr qu'il faut continuer à lutter pour qu'il y ait de moins en moins de féminicides. Bien sûr qu'il faut continuer à lutter pour qu'il y ait moins de harcèlement, pour qu'il y ait plus d'égalité. Mais on ne pourra jamais arriver à ce qu'un homme et une femme soient exactement identiques, parce que c'est pas vrai. Il suffit de regarder les mammifères, et on est des mammifères. Et on voit très bien dans le transgenre, quand on introduit des transgenres dans des équipes de football ou de handball féminin, elle les écrase. Mais pour revenir à ça, comment vous expliquez alors cette espèce presque de haine, de volonté effectivement d'instituer un état de guerre, ou au moins de tension extrême entre les sexes? Ça vient de quoi, à votre avis? Alors, je pense que ça vient du retour du refoulé. Là, je fais ma psy. Mais je crois que c'est une catégorie de femmes, et d'hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui sont très très féministes, extrêmes, comme ça aussi. Compagnons de route, disons. Absolument. Je crois que ça vient de blessures profondes qui aboutissent sur des croyances, et quand on a des croyances qui n'ont pas été suffisamment analysées, ça devient des certitudes, et donc ça devient la certitude que l'homme est un tueur en être puissance, dangereux, voilà. Alors que on a des tas d'hommes qui ont créé des choses formidables pour les femmes. Je pense au planning familial. Enfin, il y a des hommes féministes. La pilule a été inventée par un homme. Et puis on n'est pas. Enfin, je veux dire, énormément d'hommes sont tout à fait respectables et tout à fait respectueux de la femme. Mais comment vous expliquez, Brigitte, que c'est bien cela, qu'il y a eu toute une tradition
tradition française de marivaudage, de séduction au bon sens du terme, on le sait, il n'y a qu'à relire les libertins du 18e, etc., mais même après, il y avait quelque chose, faire sa cour, etc. On a l'impression aujourd'hui, avec MeToo et Balance ton porc, et on l'a vu en Amérique, ça arrivait au stade qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur tout seul avec une femme. Si vous recevez une femme à votre bureau, il faut laisser la porte ouverte, etc. Bon, et on le sait depuis longtemps. Et on y vient, oui, on y vient. Et on y vient, oui, c'est ça. Oui. Et comment la France bascule comme ça, en tout cas en partie, dans ces excès-là? Ben, je pense qu'on subit le même problème que par rapport au racisme. On a un politiquement correct qui nous empêche maintenant d'oser dire, de parler vrai, pour reprendre la formule de Sud Radio. Et c'est juste si on peut encore faire un peu d'humour, c'est là où ça devient problématique. Et les hommes, moi j'ai beaucoup d'amis femmes, mais j'ai aussi beaucoup d'amis d'hommes. Ils osent plus maintenant faire une plaisanterie à une femme ou même et certains quand oui, ce sera même plaisanterie comme ça, gentil. Oui. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, on entend fort ces féministes parce que d'abord elles parlent fort et puis comme elles sont très comment dirais-je, elles ont un discours qui est très fanatique, donc ça intéresse les médias parce que ça fait de l'audience. Et donc c'est ce discours-là qu'on entend le plus. Et les jeunes femmes qui ne savent pas trop, vous savez par exemple, il y a toute une mode anti-pilule. Alors moi je veux bien, mais vous savez quel est l'argument contre la pilule ? C'est pas naturel. Alors moi je réponds à ce moment-là, ok, la pilule c'est pas naturel, ce qui est naturel c'est d'avoir 10 gosses et de mourir en couche. Donc choisissez mesdames. Vous voyez ? Et c'est là où on voit qu'il n'y a plus possibilité de débat intelligent entre gens qui ont réfléchi et qui connaissent un petit peu les choses. Et c'est étonnant parce qu'on arrive évidemment, il ne faut pas oublier cet aspect, au côté fonds de commerce, Caroline de Haas, pour ne pas la citer, car le féminisme devient un business avec son entreprise EG, qui dispense des formations de lutte contre les violences sexuelles, et elle le dit, effectivement, elle est employée par des entreprises, elle est bien payée, tant mieux pour elle, mais enfin par les entreprises, qui disent effectivement, voilà, écoutez, vous allez voir s'il y a du harcèlement chez nous, et elle et son équipe vont voir, et on fait condamner des gens de façon tout à fait... allez, on ne va pas tomber dans le détail, mais enfin, il y a eu des journalistes licenciés, des gens comme ça, et c'est vrai que les gens commencent à avoir peur. Il y a une espèce de terrorisme du politiquement correct de ce point de vue-là. L'idée d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de harcèlement, c'est plutôt une belle idée, mais c'est vrai que je suis assez sceptique sur l'objectivité de Caroline de Haas. Donc dès qu'on a affaire à quelqu'un de très subjectif, on peut craindre en effet qu'il y ait un délit de sale, pas de sale gueule, mais de sale pénis. Non, mais absolument. Mais regardez juste un mot, parce que c'est intéressant. Le sondage anonyme envoyé à l'ensemble de la rédaction de Télérama, il s'agissait de Télérama. Avez-vous été témoin ou victime de propos, de comportements à connotation sexuelle, blagues salaces, propos graveleux ayant trait au sein, aux fesses, à des rapports sexuels? Et alors, un des journalistes a été accusé d'avoir évoqué la vie amoureuse de sa grand-mère lors d'un déjeuner entre collègues. C'est quoi ça? Non mais c'est assez hallucinant. Oui, c'est vrai que, enfin, moi qui ai connu la libération des femmes dans les années 75-80, quand j'entends ça, je me dis mais j'aurais jamais pu imaginer qu'on en arrive là, quoi. Ouais. Mais bon, c'est drôle d'époque. Et en fait, c'est parce que pour vous, le vrai féminisme, ça veut dire, il y a quand même une alliance entre hommes et femmes, plutôt qu'une guerre. Enfin, vous avez toujours... C'est ça qu'on ne comprend pas. Enfin, qu'on ne comprend pas, si, on ne comprend que trop. Mais est-ce qu'en fait, ça a à faire avec peut-être les préférences sexuelles de tel ou de tel ou de tel? Est-ce que ça joue aussi, à votre avis? C'est-à-dire mais je crois que beaucoup de ces féministes-là n'ont pas de sexualité et n'en veulent pas. Ou alors peut-être entre femmes. Mais je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, quand par exemple, on voit à quel point on met le clitoris en avant. Excusez-moi, mais c'est l'organe qui exclut complètement l'homme. Et qui exclut la pénétration. En tout cas, donc il y a quelque chose de... contre, et d'ailleurs, on voit bien tous les débats qu'il y a eu sur la PMA pour les lesbiennes. On voit qu'on en arrive à une sexualité qui n'a plus d'intérêt. Et donc les hommes n'ont plus d'intérêt.
au fond. Oui, on les Et puis, élimine on n'a plus déjà besoin- comme géniteurs. Enfin, puisque On n'a plus besoin d'eux puisque la guerre ne se fait par robots interposés. Non, franchement, on n'a plus besoin de vous, André. Je vois ça, je vois ça. Ça m'empêchera pas de dormir, je crois. Brigitte, juste un mot, vous m'aviez dit justement hors antenne que dans votre émission de Sud Radio, vous recevez, enfin vous avez eu des appels d'hommes qui disaient que même leur femme, je parle de leur épouse légitime, dit « Ah mais toi tu es en train de me... » Enfin, tu m'as violé à un moment donné, etc. Suite à Balance ton porc, il y a Oui, à l'époque de Balance ton porc, j'ai eu des hommes qui appelaient parce que leurs femmes considéraient que elles n'étaient pas vraiment consentantes, ce qui était certainement vrai d'ailleurs. Elles acceptaient entre guillemets le devoir conjugal, et donc tout d'un coup elles considéraient qu'elles étaient violées. Et moi ça me gêne énormément cette notion de viol parce qu'on met ce mot un peu trop facilement sur un rapport pas tout à fait désiré, pas tout à fait consenti. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Évidemment que c'est mieux que la femme en ait envie, mais quand une femme n'a pas très envie, mais que finalement elle accepte, et puis que le lendemain elle considère qu'elle a été violée, je crois qu'on fait un petit peu erreur. Il faudrait peut-être inventer un mot entre viol et non-consentement, parce que le viol c'est quand même quelque chose qui est un crime, qui est violent. Absolument. Et c'est toute cette... vous voyez, c'est aussi notre époque. C'est aussi notre époque où on utilise les mots... par exemple, quand on nous dit qu'on est en guerre, moi j'ai pas l'impression que c'est la guerre quand même si je ne nie pas les morts qu'il y a eu à cause du virus. Donc vous voyez, c'est cette surenchère de mots, et là c'est pareil, c'est un manque de discernement. C'est le moins que l'on puisse dire. On va en parler avec les auditeurs du Sud Radio et avec Brigitte Lahaie tout de suite après ça. Je vous rappelle seulement le numéro de téléphone 0826 300 300. Et bien vous, où placez-vous le curseur du féminisme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt Caroline de Haas ou plutôt Brigitte Lahaie? On vous attend sur ce sujet. Sur tous les autres aussi, évidemment, liberté d'expression, le spectre, entre les deux, mon cœur ne balance pas. Voilà, vous avez le droit d'être le grand écart en tout cas. Exactement. Et puis vous revenez donc sur les autres sujets. Il y a aussi cet auxiliaire afghan qui a été tué par les talibans alors que l'armée française a quitté les lieux. Évidemment, on vous attend sur tous ces sujets. 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff est dans tous ses états. Et le féminisme, est-ce qu'il est dans tous ses états? On en parle avec Brigitte Lahaie. Je rappelle le titre de son livre, Le Nouvel Art d'aimer, aux éditions La Musardine. Et on en parle avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, Paris avec Marguerite. Bonjour Marguerite. Oui, bonjour Marguerite. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. C'est moi, Marguerite? Oui. C'est vous, Marguerite. D'accord. C'est bien votre nom? Oui, non, c'est pas ça, c'est parce que j'étais un peu surprise. D'accord. Alors, on vous attend Marguerite pour parler du féminisme, c'est ça? En principe. Ça me fait rigoler, ça m'insupporte. Ah ben, vous avez raison d'être insupporté, moi aussi. Et on n'est pas. Ça m'insupporte, c'est un ridicule, on marche sur la tête, les gens deviennent complètement... Ça me révolte totalement. Et pourquoi, à ce point? Pourquoi? Parce que sans admettre qu'il y a eu des abus et que les femmes, à un certain moment, n'avaient pas tous les droits. Quand je me suis mariée, j'avais pas le droit d'un compte en banque, j'avais fait la signature de mon mari pour certaines choses, etc. Bon, c'était normal que les femmes accèdent à ces choses-là. C'est normal que les femmes aussi, maintenant, travaillent, parce que ces jeunes, nos enfants, on leur fait faire des études, c'est pour qu'elles puissent s'accomplir, se réaliser. Tout à fait. C'est tout à fait normal aussi que les femmes soient aidées quand elles restent chez elles pour élever 4-5 enfants, ce qui n'est plus. Donc c'est pourquoi il y a de moins en moins de natalité en France. Mais c'est tous ces pointilleux, quand j'ai entendu il y a quelque temps que Blanche-Neige, c'est immoral parce que le prince lui a donné un baiser non consenti pour la réveiller. C'est la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Mais enfin, c'est pas grave. Blanche-Neige aussi. C'est le prince qui la réveille. Ouais. Et après, écoutez, c'est absurde.
Et oui, c'est absurde. C'est vrai, Brigitte Lahaie. Il y a tellement de comme ça, oui, effectivement, il vient, et c'est un viol, quoi. C'est pratiquement un viol. Il la réveille d'un baiser. C'est hallucinant quand même qu'on revisite. Et là, c'est encore autre chose. Ça rejoint le politiquement correct, la cancel culture et la woke. C'est de dire, attention, ça, c'est sexiste, etc., etc. On voit ça dans les... C'est surtout qu'on prend les choses pour du réel, alors que le baiser du prince sur la Belle au bois dormant, c'est symbolique. Ça veut dire que c'est un conte. Oui, et c'est le baiser de l'homme qui va permettre à la jeune fille de devenir femme. Et je suis désolée, mais notre identité féminine, elle se construit aussi grâce à un homme. Si on n'a aucun homme dans sa jeunesse, dans sa vie, on reste une fille. On reste une fille. Petite fille. Enfin, ça n'a pas été votre cas, ça n'a pas été le cas de Brigitte. Non, mais bien sûr, mais enfin, c'est insupportable parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit qui leur donne la contradiction. Tout le monde dit amen. On endure cette chose-là. Ah mais attendez, vous savez qu'il y a une chose extraordinaire. Vous venez de dire le mot amen. Savez-vous, et c'est une histoire authentique, quand je raconte ça, on me dit c'est pas vrai, mais on peut vérifier. À l'inauguration du Congrès américain, il y a 2 mois, il y a eu le speaker qui était démocrate a dit amen, et il a ajouté a woman. Parce que amen, si c'est amen, ça faisait que les hommes. Donc il a dit amen a woman. C'est pas beau, hein, d'en être arrivé là. Pas mal. Mais vraiment, quand il y a tellement de choses importantes sur lesquelles il faut réfléchir en ce moment, c'est vraiment de l'aberration. Eh bien, Marguerite, nous faisons de la résistance, vous, Brigitte, et nous ici à Sud Radio. Oui, ça c'est sûr. On va continuer à effeuiller la Marguerite. À effeuiller la Marguerite, oui, bien sûr. Clémence, il n'y a rien de merci. plus beau que ça que d'effeuiller la Marguerite. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas et continuez tous de nous appeler. Faites de la résistance avec nous en nous appelant au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous ses états, Brigitte Lahaie qui nous parle du féminisme, du nouvel art d'aimer avec son livre aux éditions La Musardine, et vous tous qui réagissez à tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. 0826 300 300. Allez, on va à Toulouse, on donne la parole à Robert. Bonjour Robert. Oui, bonjour Robert. Oui, bonjour Monsieur Berkov. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre émission. Merci. Et puis, je voudrais apporter un éclairage après la triste nouvelle de cet Afghan, un ancien interprète de l'armée française qui a été assassiné. Ouais. Juste pour dire que moi j'ai participé, si vous voulez, au retrait des troupes françaises en Afghanistan, et dans ce cadre, je sais qu'il y avait l'armée française a fait des dossiers précis sur chaque interprète parce qu'elle s'est souciée dès le départ, si vous voulez, de ce problème qui risquerait d'arriver à ces Afghans qui nous avaient aidés. Bien sûr. Et elle a préparé des dossiers qu'elle a transmis. Normalement au ministère des Affaires étrangères. Et je pense que le problème vient tout simplement que ça n'a pas été traité à bon niveau. Et que on a laissé des techniciens, si vous voulez, de l'administration s'occuper de ces affaires. Et voilà ce qui malheureusement il arrive. Oui, c'est terrible, c'est vrai, on l'a dit déjà, et on se demande juste un mot, Robert, je ne sais pas ce que vous en pensez, un de nos auditeurs, quand on avait parlé de ça avec Louis Saillant notamment, avait dit, mais ça devrait être traité par le ministère de la Défense, justement, directement, parce que c'est lui, l'armée c'est lui, et l'armée c'est mieux que personne qui a fait quoi, notamment en Afghanistan et ailleurs. Oui, non, alors, ça ne peut pas être le ministère des Armées, de la Défense à l'époque, de traiter ça. Par contre, les armées ou le ministère a fait son travail, il a transmis, et je crois que c'est l'administration qui doit se charger de ça, qui n'a pas pris à la mesure, si vous voulez, de la priorité de ces dossiers, contrairement à d'autres. Et malheureusement, l'histoire se renouvelle une nouvelle fois, vous l'avez dit tout à l'heure, et on n'arrive pas à tirer les leçons de l'histoire, si vous voulez. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. En tout cas, merci Robert de votre éclairage. Voilà, avec plaisir. Merci Robert, et je ne peux que vous inviter à réécouter justement l'interview de Louis Saillant qui était chez nous le 3 juin. Vous pouvez la retrouver sur YouTube notamment. Il a parlé justement de ce blocage des administrations et du problème des administrations, alors que, comme vous le dites très bien, l'armée, elle, avait fait son travail. Allez, on donne la parole à Jean-Paul qui nous appelle du Var. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour André, bonjour Madame Lahaie. J'aurais une question pour Madame Lahaie. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas
que concernant Madame Alice Quentin, il ne s'agit pas d'une forme de pathologie à un moment donné. C'est-à-dire que cette personne en arrive non seulement à un rejet physique des hommes, certainement, mais en plus à une forme de haine qui se double d'une idéologie politique aussi. Parce que on en revient toujours un petit peu au même sujet, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce rejet, surtout de l'homme blanc, hein, parce que voilà, c'est toujours les hommes comme moi qui ont maintenant passé 50 ans. Et il y a les mâles hétérosexuels blancs de plus de 50 ans. Tout à fait. Il y a ce manque certainement de féminité, parce qu'on parle de féminisme, mais il y a aussi la féminité. Dans ma vie, j'ai eu la chance et le plaisir de croiser quelques femmes qui m'ont quand même enseigné certaines choses et qui sont venues me chercher pour les enseigner. Voilà, on va dire. Donc, c'est toujours, et j'en garde un très bon souvenir. Voilà, donc je voudrais dire que ça existe et les hommes n'ont pas besoin systématiquement de violer les femmes, de toute façon. Les femmes sont tout à fait capables de se mettre en chasse aussi d'un homme, hein, en parlant vulgairement, qui leur plaît, et c'est tout à fait normal. La nature est faite ainsi. Donc, je pense qu'il y a aussi, comme je vous disais, cette forme d'idéologie politique qui se mêle en même temps à ce rejet des hommes. Alors, Brigitte, est-ce qu'il y a effectivement à la fois haine, peut-être, enfin, un problème, disons, de genre ou de sexe, et un problème d'idéologie politique, dit Jean-Paul. En tout cas, c'est ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit d'avoir une subjectivité très très marquée, mais il ne faut pas en faire une morale ou en faire une idéologie. Moi personnellement, j'ai tendance à penser que être féministe, c'est autoriser chaque femme à avoir la vie qu'elle a envie d'avoir et pas avoir... moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être attiré par les hommes, les femmes, enfin qu'importe. Mais c'est toujours la même histoire. Quand on est très marqué par quelque chose alors, moi j'appelle ça souvent des blessures d'enfance, on peut en faire une sorte de porte-drapeau, et on le voit aussi en politique, en effet, chez certains, dans certains partis un peu extrémistes, quand par exemple, même certains syndicalistes, quand on regarde leur parcours, quand on étudie un peu leur vie, leur enfance, les parents qu'ils ont eus, on voit que c'est une façon de quelque part de se réparer, que d'être comme ça aussi militant et en beaucoup voulant que règlent tout le leurs monde... problèmes d'enfance ou d'adolescence. Exactement. Donc voilà, sans doute que si elle avait eu la chance de rencontrer un bon thérapeute, elle nous embêterait moins avec son discours un petit peu fanatique. Non, et le terrible, c'est vrai, je dis à Jean-Paul et à tous, le problème en politique comme en féminisme ou comme ailleurs, on ne peut pas faire une morale de ses frustrations. Mais absolument. Ça, le problème. Et après, en faire des leçons, en donner des leçons. Vous savez, c'est ce que Nietzsche appelait la moraline. Et je dis qu'une stop à l'injection ou à des suppositoires de moraline, parce qu'on a autre chose à faire. Clémence. Merci beaucoup Jean-Paul. Allez, on donne la parole à une femme quand même. Safia nous appelle la Courneuve. Bonjour Safia. Oui, bonjour Safia. Salut André et bonjour ma belle Brigitte. Merci Safia. Non, enfin, là par rapport au dur du sujet qui a entamé là, le féminisme, moi j'estime personnellement être une femme qui fait en sorte de s'accomplir dans tous les sens du terme. Et de l'autre côté, après, sur le positionnement de ceux qui sont virulentes, enfin des chaînes de garde, qui sont dans les médias, vous connaissez mon approche et que je suis une personne assez, rentre dedans dans mon propos, parce que bon, je suis une personne sincère et authentique. Et donc par rapport à ça, dans mon quant à soi, quand je les observe de long en large, que je pose une réflexion dessus, on sait que les excès, les extrêmes sont insignifiants. Et après, quand j'observe le travail de Madame Lahaye, et dans la continuité et dans la constance, voilà, je dis que bon, c'est une personne sur laquelle on peut avoir une approche consistante.
où je pense qu'elle a une transmission, elle a des apports sur les personnes qui vont ouvrir des écoutilles et vouloir avancer. Parce que je pense que pour toucher l'humain, il faut toucher déjà son effondrement propre. Être, comme vous l'avez dit, hein, c'est vrai que faire de la moralité comme ils le font, c'est bidon. Et après, de l'autre côté, il faut avoir déjà une base bien structurée et savoir que, qui on est, à minima. Ouais. Et quelquefois devenir qui on est, hein, comme disait aussi Nietzsche. André, laisse-moi, je voudrais quand même aller jusqu'au bout de ma réflexion. Allez-y, allez-y. Mais je voudrais que Brigitte aussi vous réponde. Allez-y, Safia. Non, mais ce que dit Safia, c'est très juste. J'ai rien à répondre. Je continuez, Safia, c'est parfait. Allez-y, Safia. Oui, vous m'avez coupé parce qu'il y avait une chute. Ah, mais oui, mais la chute, allez-y, c'est très bien. Plus dure sera la chute. Non, je suis pas dure, moi, pas du tout. Non, je sais. On vous connaît, Safia, moi, et on vous aime. Vous savez que je suis une enfant des quartiers populaires et que, voilà, quoi, je suis une femme avec toute, sa souffrance et sa subsistance et qui va de l'avant. Et donc, je ne l'ai plus, donc je vais laisser à d'autres... Non, pardon. Je reviens. Ça revient au cerveau. Non, je disais pour le féminisme, là, c'est du spectacle. Et puis, de l'autre côté, elles ont leur bifton à faire tourner, quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Elles ont à faire chauffer la marmite. Ça. Ouais. Bon, merci André. Merci à vous, Safia. Un grand plaisir. Allez, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Safia. Allez, Perpignan, un petit tour à Perpignan avec Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour Monsieur Berkoff. Vous avez choisi deux sujets très vastes aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Alors je vais éliminer Brigitte Lahaie parce qu'à 82 ans, je n'ai plus l'âge. Mais vous pouvez l'écouter quand même, c'est toujours instructif. Je l'écoute de temps en temps, elle est très pertinente. Non. Alors pour l'histoire plus grave de l'Afghanistan, je vais vous dire ceci. En France, on met toujours, on focalise toujours sur un cas. Donc c'est très embêtant ce cas. Mais dans toutes les guerres, il n'y a pas que les gens qui travaillent pour l'armée du pays, mais il y a les administrations, il y a les sociétés, il y a tout ça. Et quand le pays se retire, ça devient un véritable drame. Et moi, je l'ai vécu parce que j'ai quitté l'ambassade américaine le 25 avril 1975, c'est ça. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai vécu un véritable drame humain. J'étais à l'intérieur de l'ambassade américaine et les GI étaient en coup de crosse de M16 en train de faire tomber les gars de chaque côté. Ouais, c'était terrible. Et quand on est arrivé sur les bateaux, je me suis retrouvé sur un cargo, il y avait 1000 personnes à bord. Et il y a une espèce de barge qui est arrivée, vous savez, ça servait de terrain de tennis même, avec 3000 personnes à bord. Des femmes, des enfants, en pleine mer, en 50, et les Américains ont amené, ils sont forts pour ça, un véritable ponton contre notre bateau, et on a embarqué 3500 personnes sur un cargo. On était 4500 dans le Pacifique Sud, hein. Et je peux vous dire que c'était un véritable drame, et moi, personnellement, je me disais que je me sens favorisé vis-à-vis de ces gens-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Et alors, il y a eu quelque chose de terrible, hein. Mais qu'à un moment donné, le président Ford a dû considérer qu'il ne pouvait plus embarquer de gens parce que ça mettait en péril la sécurité de la 6e flotte. Donc, il y a eu un grand coup de sirène pour chaque bateau et tous les bateaux ont démarré. Et il laissait des milliers de gens sur les bateaux. Eh bien, vous savez, personne n'en a parlé de ce drame. Alors, on en a parlé quand même, si, on en a parlé. Je peux vous dire, monsieur Berkoff, que c'était terrible. Mais ça devait être terrible, non mais je sais. Vous savez, on parle de l'Indochine, effectivement, et Louis Saillant, que nous avions reçu, en a parlé, parce qu'on sait très bien cela. Il y a eu quand même les Harkis en Algérie, et vous le savez, ce qu'il y a eu avec les Harkis. Bien sûr, mais c'est sûr. Mais alors, là je reviens au problème, c'est que
le pays qui est sur le tir ne peut pas tout faire. Non mais attendez, juste quand même une chose. Moi je voudrais, là il ne s'agit pas de milliers de personnes dont vous parlez, il s'agit de quelques dizaines et encore de traducteurs et de démineurs afghans qui ont aidé l'armée française. Il n'y a pas 1000 personnes, il y a même pas, enfin il y a peut-être 200 personnes, vous voyez. C'est ça que je trouve quand même tout à fait scandaleux. Ça aurait été des milliers de personnes, on comprend très bien. Là on sait qui c'était, chacun sait qui c'était, ils ont préparé des dossiers comme l'a dit un de nos auditeurs. Mais c'est très bien, la personne qui a parlé. Mais oui, mais enfin, attendez, on ne peut pas s'occuper de ces gens-là, de 80 personnes, alors que tous les jours on en reçoit 3000 ? Mais ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà, il y a quand même un problème là. Mais est-ce qu'il n'y en avait que 70 ? Je pense qu'il devait y en avoir plus. Non, vous savez, il n'y avait pas 4000 traducteurs. Hein. Non, il y avait des sociétés. Vous savez très bien qu'on a... Oui. Non, mais enfin, je trouve ça quand même, honnêtement... Oui, mais c'est scandaleux. Voilà. Je trouve ça quand même assez scandaleux, encore une fois, eu égard à la manière dont on reçoit les gens. Ça, ce sont des gens qui nous ont aidés, qui ont aidé en tout cas l'armée française, qui ont travaillé pour l'armée française. C'est la moindre des choses. Et encore une fois, vous avez tout à fait raison de rappeler l'Indochine ou autre. Mais je dirais que simplement le chiffre n'est pas le même, franchement, même si on ajoute des gens. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais parallèlement, si j'ai 2 minutes sur le même sujet, puisque vous parlez de nombre, vous savez très bien que j'étais à Beyrouth, et j'ai eu comme élève les enfants d'un espion libanais qui a été, je vous dis franchement, balancé, je pense, par hélicoptère, qui a été trucidé par le Hezbollah, il travaillait pour les Américains. Donc il avait une femme et 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et j'ai eu des enfants en classe. Donc le père a été trucidé par le Hezbollah travaillant pour le gouvernement américain. Cette famille a été suivie par le gouvernement américain qui a payé les études, le logement pour toute la famille. Je les ai retrouvés à Beyrouth, ils ont suivi les études supérieures et maintenant cette famille est en Suisse et je les vois régulièrement. C'est très bien. Tout ça pour vous expliquer que les Français font beaucoup de bruit. C'est malheureux pour cette personne-là qui prenne en charge la famille et qui s'occupe des autres. Tout à fait. Merci. Et ne pas s'arrêter sur ce cas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et c'est le défaut de la France. On fait le focus sur un cas bien particulier. Alors, d'accord, c'est triste, c'est bien grave, mais essayons de réparer ça. Eh bien, écoutez, j'espère qu'ils le feront et je pense qu'ils le feront. Merci. Monsieur Berkoff, vous êtes formidable. Madame Lahaye, malgré mes 80 ans, je lui dirai une seule chose. Il y a un dicton qui dit, à mon âge, les forces s'en vont, mais les idées restent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Allez, continuez tous de nous appeler comme Alain au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Est-ce que les carottes du féminisme sont cuites? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous nous répondez 0826 300 300 avec Brigitte Lahaye qui est avec nous. Je rappelle le titre de son livre, Le Nouvel Art d'aimer, aux éditions de la Musardine. Et alors voilà, qu'en pense Martial qui nous appelle de Lyon. Bonjour Martial. Oui, bonjour Martial. Bonjour André, bonjour Laurence. Clémence. Moi je vous appelle et je voulais remercier Brigitte Lahaye pour ses émissions parce qu'elle a permis de décomplexiter le sexe. Parce que je pense que c'est très bien parce que le sexe fait partie de la vie. Et on nous a fait croire, l'éducation judéo-chrétienne nous a fait croire que c'était pas bien et tout, et c'était pas beau et tout. Et en fait, tout ça, c'est des conneries. L'être humain a besoin de ça, c'est tout. Et pour en revenir aux féministes, je dirais que beaucoup de féministes, certaines féministes, certaines n'ont pas pu s'accomplir dans leur vie professionnelle. Elles ont trouvé là un moyen de se faire voir et de pouvoir hurler leur haine. Mais tous les hommes ne sont pas des violeurs, loin de là. Et moi, je connais beaucoup d'hommes qui ont aidé des femmes qui étaient dans le besoin et sans coucher avec elles. Donc, voilà. Et je dirais un proverbe pour certaines. C'est facile de parler de moralité quand la nature leur a pas fait de cadeau.
Ah oui, Voilà. non, mais c'est vrai. Alors ça fait très sexiste de dire ça, mais je suis assez d'accord. Il faut aussi voir qu'il y en a certains, je dirais, qui font encore une fois de leur frustration diverses et variées une morale, je l'ai dit, et je crois que c'est ça le plus triste en fait. Je ne sais pas ce que Brigitte en pense. Mais... Oh, je sais pas, je serais pas aussi dur que vous. Moi, je crois que c'est toujours la même histoire. Quand on a des croyances et qu'on ne veut pas entendre les autres, c'est que ça cache forcément quelque chose et voilà tout. Mais je crois qu'il faut quand même connaître les chiffres. 70% des femmes n'aiment pas leur corps. 50% des femmes ne sont pas fans du sexe. Elles n'aiment le sexe que pour avoir des enfants. Donc tout ça explique peut-être... Oui, ça fait beaucoup. C'est pour ça que ça explique peut-être que c'est facile de convaincre beaucoup de femmes qu'il faut finalement être très consentantes. Sauf que le désir féminin, il est très souterrain. Donc moi, je crains quand même, et c'est en ça que je continue à militer un peu pour une sexualité féminine plus libérée. Je crains que beaucoup de femmes qui ont 18, 20 ans aujourd'hui, qui entendent ces discours-là, finissent par ne pas faire l'amour parce qu'elles ne sont pas réellement consentantes et vont se retrouver à 30 ans toujours vierges et vont peut-être passer à côté de leur vie amoureuse, familiale. Et c'est en ça que, pour moi, ce discours est dangereux. Sinon, après tout, on est quand même en France suffisamment libre. Chaque femme aujourd'hui a la liberté de choisir ce qu'elle veut. On n'est pas, enfin, il y a des pays où les femmes n'ont pas cette liberté-là, rappelons-le. C'est clair, et il faut le rappeler tout le temps, ça. Peut-être une dernière question ? Oui, rapidement, on va donner la parole à Eric qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Eric. Bonjour Eric, on est en fin d'émission, mais dites-nous. Oui, bonjour Madame Lahaye, bonjour Monsieur Berkoff. Mais écoutez, je voulais intervenir sur les deux premiers sujets, mais auxquels on peut rattacher le troisième, concernant le féminisme. C'est que d'une part, je suis d'accord avec vous qu'à l'heure actuelle, on nous sert une soupe, je dirais bien pensante, et qu'il faut faire l'effort finalement maintenant pour pouvoir exprimer ses opinions. Et c'est vrai qu'il est plus facile de se couler dans la mouvance à la mode, d'autant que ils ont réussi à noyauter quand même, il faut le dire, bon nombre de médias et de sources d'informations. Donc voilà, alors à part comme sur des radios comme la vôtre, où on peut encore espérer avoir un petit peu d'informations et un peu de tous les bords, sinon c'est vrai que ça devient difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir ses propres idées, surtout quand elles ne vont pas dans le courant, quoi. C'est bien pour ça qu'il faut se battre et continuer toujours à se battre. Et je dirais qu'ensuite, le deuxième sujet par rapport à cet interprète afghan, je dirais que malheureusement, la France est habituée à ce genre de faits. Vous l'avez évoqué, que ce soit lorsqu'on a quitté l'Indochine, ou avec les harkis en Algérie, ou comment on a traité les pieds noirs, ou comment on continue à les traiter. Voilà, malheureusement c'est ça. Et là c'est pareil, il faut de temps en temps, et heureusement il y a des gens qui se lèvent, et je pense par exemple au lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, qui a servi de modèle au crabe tambour, qui a pas hésité à outrepasser des ordres et à sauver des Tonkinois catholiques qui allaient se faire massacrer, et alors que la haute hiérarchie était prête à les abandonner, quoi. Alors je crois que ce qui manque au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, ce sont des hommes, et là, Brigitte Lahaye sera peut-être d'accord avec moi, qui se tiennent debout. Et on en a de plus en plus qui se couchent en France. Voilà, et qui ont ce qu'on appelle par litote, je parlerai d'une colonne vertébrale au lieu de parler d'autre chose, mais tout le monde aura compris. Merci beaucoup en tout cas à tous, et puis ne vous inquiétez pas, nous vous quittons, mais Brigitte Lahaye, elle reste avec vous jusqu'à 14h, et tout de suite, elle parle des avantages et des inconvénients des écrans avec l'excellent psychiatre Serge Tisseron. À tout de suite.